Voilà, donc on va peut-être commencer sur l'origine de la demande. Donc en 2006, avec la réforme des formations, il y a eu chez nous, mais partout, une forte demande de nos sapeurs-pompiers volontaires que d'assouplir le système formation. Donc c'était pour eux une volonté forte, un audit formation que l'on a eu aussi en interne au sein du SDIS du Loiret, avec un cabinet d'audit qui nous a suivi dans notre idée d'expérimenter le e-learning, et puis un plan de formation dans lequel un des axes stratégiques du plan de formation que l'on a inscrit, je dirais, en priorité, ça a été donc d'assouplir notre système de formation avec un outil de formation à distance donc, qui a vu le jour en 2008, c'est-à-dire 2 ans après ce lancement. Notre difficulté, c'est que, on l'a évoqué tout à l'heure, nos centres de secours n'étaient pas tous informatisés à l'époque, donc on a commencé par expérimenter, par tester ce nouveau dispositif sur un secteur géographique défini. Et donc rapidement, ça a donné un franc succès et le bouche à oreille a fonctionné et tout le monde nous a demandé de pouvoir bénéficier de ce système-là. Et le dernier point, on a eu une volonté d'externaliser puisque notre idée, c'était de dire qu'on voulait un système de qualité. On testait, donc on ne voulait pas se louper. On voulait vraiment répondre aux besoins qui s'étaient fait sentir et qui étaient fortement exprimés. Et donc, par rapport à ça, on a décidé d'externaliser parce qu'on était conscient qu'on n'était pas capable nous-mêmes de construire un véritable outil de formation ouverte à distance. Voilà. Donc, ce qui nous a amené à entreprendre donc, dans une démarche en mode projet. Pourquoi un mode projet? Parce qu'on savait qu'il fallait vraiment accompagner le changement. En 2008, pour le Loiret, c'était une petite révolution avec des centres non informatisés de surcroît. Et donc, on a voulu vraiment accompagner le changement, notamment auprès des principaux acteurs et en particulier les chefs de centre et les formateurs. On l'a tout à l'heure abordé, certains l'ont abordé. Une des difficultés, c'est de faire comprendre aux formateurs qu'ils ont toute leur place dans ce système-là et qu'en aucune façon il s'agit de les déposséder de l'acte de formation. Et le deuxième aspect, c'était les chefs de centre, parce que les chefs de centre, il fallait aussi les rassurer sur le fait que notre volonté, ce n'était pas de former nos sapeurs-pompiers derrière un ordinateur, mais que c'était bien un complément de formation indispensable, un préalable à l'acte de formation. Donc sur cette démarche projet, 3 volets. Un volet pédagogique avec là des experts de contenu chargés de réfléchir sur les contenus à médiatiser. Un volet informatique avec l'équipement des centres, j'en ai parlé, puis un volet très important sur la communication avec notamment également des réunions d'appropriation qui ont eu pour objet de permettre à chacun de bien s'approprier ce nouveau dispositif et ce nouvel outil, aussi bien les formateurs que les apprenants que les chefs de centre. En ce qui concerne nos besoins, donc on a passé du temps à bien identifier nos besoins. D'une part, on voulait impérativement, là pour nous, la formation ouverte à distance, ce n'était en rien une fin en soi. Et on voulait impérativement que ça soit toujours associé à une formation présentielle, avec une continuité nécessaire entre l'un et l'autre. Pour nous, c'était plus une installation en formation, l'idée étant de faire en sorte que nos agents arrivent en formation présentielle en ayant bien réfléchi en amont à ce qu'ils venaient chercher en formation. Voilà. Et donc, c'est ce qui a guidé notre réflexion avec derrière la construction de formations en matière de culture administrative, de feux de forêt, chef d'agrès SPV. Aussi une partie sur la FMA qui nous a permis de bien mesurer et d'avoir un retour d'expérience sur un système déployé de façon large avec un effectif très large puisque la FMA, secours à personne, c'est tous les sapeurs-pompiers qui doivent y passer tous les ans. En complément de la formation présentielle, bien sûr, et puis une partie préparation ou pré-formation, donc pour mieux préparer la formation présentielle, notamment en feu de forêt, monitorat de secourisme. Voilà. Alors, les fonctionnalités en termes de besoins, donc on a voulu mettre l'accent sur la qualité de l'animation. On s'est dit que notre système ne réussirait, on arriverait à faire adhérer tout le monde que si on avait un outil de qualité en termes d'interactivité, mais aussi en termes de narration, parce qu'on sait que parmi nos sapeurs-pompiers volontaires, malheureusement, on a des soucis de lecture et d'écriture, et donc il nous paraissait important qu'il y ait de la narration sur l'intégralité de nos contenus. Donc on a voulu aussi plusieurs modes d'évaluation. On voulait
Et on a voulu que nos apprenants puissent faire leur formation et donc qu'il y ait une partie entraînement avec des petites mises en situation et notamment là avec pour ambition de toucher le niveau de compréhension de l'apprenant. Un mode auto-évaluation plus classique où là le tuteur peut suivre à distance l'état d'avancement du stagiaire, où là on est plus sur quelque chose qui ressemble à du questionnaire à choix multiples. Et puis derrière, l'évaluation certificative qui se passe avec le chef de centre qui doit faire partie intégrante du dispositif selon nous, et qui est donc intégré dans cette démarche depuis le début. L'évaluation de la formation, on a profité de l'outil, on s'est dit, bah oui, si on utilise un outil à distance, pourquoi ne pas en profiter pour faire en sorte que mesurer la satisfaction de nos sapeurs-pompiers. Voilà. Et donc derrière pour suivre de façon individualisée cette formation, un outil, un système de gestion, de façon à ce que chacun puisse suivre, aussi bien le tuteur que le chef de centre, qui puisse suivre l'état d'avancement de la formation de ses agents. Voilà pour ce qui concerne les besoins. Alors, quels indicateurs de suivi, quels moyens de suivre? Il y a déjà un rapport de la session par apprenant, donc qui nous permet, ce rapport qui permet aux tuteurs notamment de voir et de mesurer pour chaque partie du cours le temps passé, et puis le temps passé, le temps total, mais le temps d'apprentissage distinctement du temps d'évaluation. Et puis surtout les résultats obtenus, et notamment à partir de quelle tentative. Bon, vous voyez là, 1 sur 4, ça veut dire que l'intéressé a obtenu, a validé cette partie-là dès sa première tentative, mais qu'il a ensuite voulu continuer, il a voulu recommencer cette évaluation pour améliorer son score. Voilà. Parce que chaque fois qu'on recommence, c'est des nouvelles questions, donc ça ajoute de l'intérêt à la situation. Donc voilà, c'était ça faisait partie des besoins que d'avoir un indicateur de suivi par agent et par session. Ensuite, un indicateur plus global à la fin de la formation, parce qu'une des questions essentielles, c'est que c'est de la formation, donc elle doit être indemnisée pour nos SPV. Ça a été un préalable que l'on avait posé dès le départ. Mais sur quelle base indemniser? Donc si on indemnise sur le temps réel de formation, on ne s'en sort pas. Donc l'idée, c'est d'indemniser plutôt sur un forfait. Et donc ce forfait, il est basé sur la durée estimée de la formation. Cette durée estimée est forcément différente de la durée réellement passée par chacun, puisque certains vont mettre moins de temps et d'autres vont mettre plus de temps. Voilà. Donc là, en rouge, je crois que vous avez la durée estimée de la formation, et en bleu, ça doit être la moyenne du temps passé par chacun des apprenants. Donc ça, c'est des indicateurs intéressants pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de nos apprenants. Et puis, derrière... Oui. Pardon. Ouais. Et derrière, donc, le questionnaire de satisfaction, où là, on a une douzaine de questions à la fin de chaque formation, et chacun de nos agents se doit de répondre à ce petit questionnaire pour qu'on puisse mesurer son niveau de satisfaction. Voilà, bon, on y reviendra un peu plus tard pour le bilan global, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça peut permettre de savoir à quel endroit on a des petits problèmes parfois, et donc ça peut permettre de corriger. Voilà, donc pour les besoins. Alors, je vais laisser la parole au lieutenant Binder, qui est donc notre administrateur au niveau de la FOAD, mais aussi au niveau de notre outil de gestion de la formation pour la partie règlement FOAD. Merci, colonel. Donc, voilà. Je dirais que dans le cadre de notre mise en place, le règlement, c'est aussi la partie organisationnelle. Donc, on définit les conditions de mise en œuvre de la FOAD, et ainsi que le rôle de chacun des différents acteurs. Donc, on reprend évidemment l'apprenant au cœur du système. Voilà. Donc, si on parle du prestataire de service, en fait, lui, il élabore les rapports de suivi académique, ce qui nous semblait hyper important en termes de FOAD, d'avoir un suivi par rapport à ce contexte. Les experts de contenu, ce sont des FOR 2 ou des FOR 3, moniteurs ou instructeurs, qui, au départ de notre projet, ont beaucoup travaillé sur la construction et aujourd'hui travaillent plutôt sur l'actualisation de nos contenus. Pour l'instant, on utilise en fait l'existant par rapport toujours à cette réforme de formation. Les tuteurs formateurs, ce ne sont pas, je dirais dans le public, SDIS 45, des gens qui sont dédiés uniquement à la FOAD. Tous les forains qui sont déjà formateurs depuis 2 ans
peuvent se retrouver en fait formateurs-tuteurs. Et sur les formations de prérequis telles que le FDF qu'on va faire en amont, le formateur-tuteur sera par la suite souvent le formateur en présentiel. Le référent bassin. Donc dans ce volet, il y a deux côtés. Il y a un suivi administratif et un suivi pédagogique. Donc les référents bassins ont plutôt, eux, un suivi administratif. Voilà. Donc au niveau de notre département, il y a 2 groupements territoriaux et on a réinjecté à l'intérieur des bassins de formation FOAD. Donc on a environ 10 bassins de formation. Voilà. Les chefs de centre, c'est plutôt pour la partie évaluation, donc pour tout ce qui est validation de l'unité de valeur. La participation donc, de l'apprenant se fait directement au centre de secours. Et donc, elle se fait en présence du chef de centre, bien évidemment. Et donc, pour parler du service FOAD, je dirais qu'il y a toute la partie administration de la plateforme, donc avec les contenus, les mises en ligne, donc les différentes échéances qu'on peut y retrouver, la partie budget, évidemment, et puis on peut aussi avoir cette partie de rôle d'organisateur de formation. Et forcément l'apprenant, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était donc lui au cœur du système. Voilà. Donc on a défini quelques obligations. Hein. Par exemple, pour le stagiaire, tenu de suivre avec assiduité la formation. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu directif, mais on n'est pas sur une plateforme de dépose de documents. Hein. On est vraiment donc sur un vrai suivi. Il y a donc l'évaluation certificative telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Les formateurs tuteurs, donc eux, ont vraiment l'obligation, je dirais, de répondre. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de formation présentielle. Et donc, c'est de répondre à toute interrogation à un apprenant en difficulté. Voilà, donc c'était quelques exemples. Donc, notre société EducExpert, donc en fait, un accès personnel. Voilà, donc là, on est vraiment sur une démonstration et sur un accès personnel, donc soumis confidentialité des données. Et puis, pour citer le dernier, en fait, le groupement formation, hein, donc la mise à jour des livres individuels. Donc, on les a retenus, nous, de manière informatique, à travers un logiciel. Et donc, en fait, la prise en compte des temps de formation pour indemnisation. Donc, voilà, vous avez derrière les exemples. Donc, voilà pour la partie sur le règlement. Alors, rapidement, quelques mots sur le bilan que l'on peut en faire depuis donc 6 années maintenant, puisque 2008-2009, l'expérimentation, à partir de 2010, généralisation. Donc, le nombre d'agents formés, vous voyez, par an, dès lors qu'on est sur de la formation de maintien des acquis tronc commun, nécessairement, ça représente un volume important, ce qui nous a amené du reste à interfacer notre outil de gestion avec l'outil, avec la plateforme EducExpert pour les inscriptions. Donc, vous voyez, 2000 agents à peu près formés par an. En termes de satisfaction, globalement, on est sur un niveau de satisfaction qui est plutôt positif. En revanche, on sait par exemple aujourd'hui que la FMA, Secours à personne, qui est un triptyque qui est déroulé sur 3 ans, eh bien, au bout de la 4e année, on revient sur l'année 1, et donc forcément, on retrouve une certaine lassitude, là par contre. Donc c'est la raison pour laquelle la FMA SAP, on va faire une pause. Et donc, c'est quand même des éléments à prendre en compte dans la satisfaction aussi des apprenants. En termes de moyenne de résultats, vous voyez, vous avez la moyenne des résultats en termes de taux de bonne réponse, donc autour de 80%. Donc l'outil est fait pour vraiment permettre à chacun de réussir. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour ce bilan. Alors sur le plan financier, spécifiquement pour l'occasion, on a essayé de faire un petit comparatif entre le coût de 8 heures FOAD et le coût d'une journée de formation théorique. Ce que je souhaite vous dire, c'est que moi, quand on s'est lancé dans le projet, on n'a pas voulu aborder les choses de cette façon, parce que notre idée, c'était pas de se lancer dans ce projet-là pour faire des économies. Et ça, on l'a bien fait savoir à tout le monde, parce que sinon, je pense que ça aurait pu être bloquant pour nos apprenants notamment, et pour nos sapeurs-pompiers volontaires en particulier. Donc l'idée, c'était de se lancer dans ce projet pour, avant tout, assouplir le système formation, et si possible, le faire à coût constant. Maintenant, on a essayé de faire une analyse. Donc, je répète, on l'a faite pour l'occasion, donc elle mérite d'être, cette analyse financière, d'être, je dirais, étudiée plus en profondeur.
globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de suivi administratif, le coût de la FOAD est plus important que le coût de la formation classique, puisqu'il y a un suivi qui est beaucoup plus important. Et donc, nécessairement, ce coût de suivi administratif va être amorti dès lors qu'on a un volume conséquent d'agents à former. En revanche, là où on va évidemment faire des économies, c'est sur la partie logistique, restauration, mais aussi logistique bâtimentaire. Et donc là, il y a un intérêt. Globalement, ce que l'on dit, ce que l'on pense, c'est qu'en dessous de 4 heures de formation, on est à peu près sur un coût identique, peut-être un peu plus fort pour la FOAD d'ailleurs. Et dès lors qu'on est sur des volumes horaires supérieurs, eh bien, ça commence à être un peu plus intéressant du point de vue financier. Voilà. Je précise que là ne figurent pas du tout les coûts de construction des contenus, parce que ce sont là les coûts les plus importants. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on a décidé d'arrêter de construire. Mais c'est là où c'est vraiment le plus cher. Voilà. Donc ensuite, en termes de retour d'expérience, en termes de force et de limites, hein, donc on a au niveau des avantages, on a noté une homogénéité au niveau du message qui est passé. Depuis qu'on fait de la FMA, secours à personne, sur tout le département en FOAD, ben, tout le monde est bien calé sur un message identique et sur des niveaux de connaissances identiques. On a un gain de temps également sur le présentiel, puisque à partir du moment où les gens se sont préparés en amont, eh bien, on va pouvoir gagner du temps en pratique sur le présentiel. On a un document intégré, donc les gens finissent leur formation et téléchargent leurs documents. On a une souplesse plus grande, évidemment, pour l'apprenant, un intérêt pédagogique pour l'approche par les compétences. Je pense que ça va être très utile pour faire de l'approche par les compétences. On est actuellement en train de former nos formateurs sur ce sujet-là. En revanche, des points de faiblesse. En FMA, je l'ai dit, une certaine lassitude. Dès lors que vous déroulez une formation et qu'elle se reproduit dans le temps, évidemment, pour les mêmes personnes, vous touchez un problème de lassitude. Des comportements, alors quelques comportements déviants, ben oui, sur 2000 agents, ben on en a quelques-uns, on s'est rendu compte qu'ils faisaient la course. Voilà, on a des chevaux de course, il y avait la formation qui devait durer 2 heures, eux, ben, c'était à qui la ferait en le moins de temps possible, quoi, et donc au détriment de la pédagogie, bien sûr. Donc premier comportement déviant, bon, et deuxième comportement déviant aussi, c'est... Donc on a les agents qui vont très vite et puis on a les agents qui font faire leur évaluation par leurs petits copains. Voilà. Donc bon, on a pu cerner ces problématiques-là en expliquant aux agents que cette formation, c'est la leur, c'est pas la nôtre. Et donc c'est avant tout leurs compétences qui sont en jeu. Voilà. Également une nécessité de stimuler l'apprenant, parce que oui, de temps en temps, certains peuvent s'endormir. Donc ça, c'est le rôle des formateurs-tuteurs, mais aussi du chef de centre, parce que le chef de centre reçoit un rapport régulier sur l'état d'avancement de la formation. La nécessité d'une assistance, j'aime pas trop le terme hotline, plutôt d'une assistance. L'idée, c'est que chacun puisse avoir une réponse à ses problématiques. J'ai un problème pour accéder à l'évaluation, comment je fais? J'appelle l'assistance et puis là, je suis dépanné tout de suite. J'ai un problème, j'ai oublié mon mot de passe, ça c'est plus classique. Et puis, une nécessité que d'accompagner fortement le changement, d'expliquer sans arrêt, de rassurer, notamment au début, et puis d'actualiser les contenus, évidemment. Des contenus qui ne sont pas actualisés, ça n'a pas d'intérêt. Et le suivi administratif, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va nécessiter du temps au long terme. Voilà. Donc voilà en quelques mots notre témoignage sur notre projet. Je vous remercie de votre attention.